Il y a des instants dans un procès d'assises où on sent vraiment la salle retenir son souffle. Il y a un détail qui surgit, un élément nouveau qui apparaît et soudain, tout semble pouvoir basculer. Et on ne sait pas encore si c'est un tournant, mais on pressent qu'il se passe quelque chose. C'est exactement ce qui s'est produit lundi au procès de Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn. Il y a eu un véritable moment suspendu, un frisson collectif et une question qui s'invite dans tous les esprits. Et si ce n'était pas lui le meurtrier ? Si comme moi vous suivez cette affaire depuis le premier jour, vous avez vu monter la tension lors du témoignage de Donat Jean Maquet, l'amant de Delphine Ossaguel, épouse de Cédric Jubilard, alors qu'il passait sous le feu des questions de Maître Emmanuel Franck et Alexandre Martin. Les avocats de Cédric ont mis en lumière un point qui pourrait être passé sous les radars. La ligne téléphonique de l'amant aurait borné à Cagnac-les-Mines le soir de la disparition de Delphine, alors que lui vit à Montauban. Et en une seconde, le simple témoin, déjà passé au crible des enquêteurs, a semblé redevenir un suspect possible. Et en un instant, la salle a totalement changé de température. Au-delà de cette chaîne, je suis également consultant en analyse de téléphonie mobile dans le cadre des enquêtes judiciaires. Alors, on va prendre un instant, on va démêler ensemble le vrai du faux. Je vais vous expliquer pas à pas la chronologie de ce rebondissement et puis toutes les notions qui permettent de le comprendre. On va s'en tenir aux éléments rendus publics à l'audience et aux déclarations des acteurs du procès. On ne peut pas remplacer l'étude de dossier, mais on peut déjà éclairer ce qui se joue. Car l'affaire Jubilard, c'est la vitrine de ce que la téléphonie mobile permet et ne permet pas dans les grandes enquêtes criminelles. Des milliers de réquisitions, des centaines de milliers de données, des écoutes, des listings, des pages et des pages pour une seule obsession, reconstituer la nuit où Delphine a disparu. Et au bout de cette chaîne d'indices, une question simple. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard ? Et Cédric Jubilard l'a-t-il tué ? Cette question aujourd'hui ne nous appartient pas. Au moment où je parle, il est présumé innocent. Vos convictions, les miennes, n'ont pas d'effet. Celles qui compteront réellement, ce sont celles des jurés. Nous connaissons tous cette affaire qui a bouleversé le Tarn et bien au-delà la France entière. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, Delphine Ossaguel Jubilard disparaît de son domicile. 33 ans, mariée, mère de 2 enfants, infirmière, elle s'évanouit sans laisser de traces au moment même où la séparation avec Cédric se profile. Après plusieurs appels restés sans réponse, Cédric compose le 17 à 4h du matin. À partir de là, une course contre la montre s'engage pour la retrouver avec des moyens considérables déployés sur le terrain. Et semaine après semaine, au fil des vérifications et des auditions, la perspective se rétrécit jusqu'à ce que, selon les enquêteurs, il ne reste plus qu'une seule hypothèse, celle du meurtre. Un meurtre sans scène de crime, un meurtre sans corps. Et des années plus tard, Cédric Jubilard, mis en examen et incarcéré, comparé devant la cour d'assises pour répondre d'un féminicide qu'il conteste. Il n'y a pas de preuve irréfutable, mais un faisceau d'indices graves et concordants qui, selon la justice, l'impliqueraient. Alors, dans cette histoire, pas de sang, pas de traces de lutte, pas d'armes, mais des lunettes cassées, une couette dans une machine à laver dont on ne sait si elle a été lavée ou non, un stationnement inhabituel de la voiture de Delphine, que les enquêteurs imaginent avoir servi au transport d'un corps, de la condensation sur les vitres de cette voiture, le récit d'un enfant évoquant une dispute, une marque sur le bras de Cédric, des voisins qui parlent de cris, de chiens qui aboient, le téléphone de Delphine qui cesse d'émettre, puis se déverrouille une dernière fois après le signalement de la disparition. Des confidences confuses d'une nouvelle compagne, la dénonciation d'un codétenu, et surtout, un portrait à charge de Cédric Jubilard. Tempérament jugé violent, menaces, dépendance financière, séparation mal acceptée, recherche de médiatisation, deuil considéré trop rapide, implication perçue comme limitée dans la recherche de la vérité, l'image qui en ressort est celle d'un homme que beaucoup ne voient pas meurtri par la disparition de la mère de ses enfants. Et autant d'éléments qui interrogent sans suffire à eux seuls, mais qui, assemblés, ont mené à la tenue de ce procès. Et dans cette histoire cabossée, alors que le couple vacille, Delphine semble avoir retrouvé un souffle. Depuis l'été 2020, elle entretient une relation avec celui qui deviendra l'amant de cette affaire, Donat Jean Maquet, qui est un homme marié, rencontré sur une application de rencontre adultère. Et tous deux se ménagent une parenthèse, un havre de paix discret, loin des disputes de leur couple, et avec des projets qui prennent forme. Cédric découvre la liaison, voit cette renaissance chez Delphine, mais l'aurait-il tué par jalousie ? Dans une disparition inquiétante, tout se joue dans les premières heures. Il faut figer ce qui peut l'être, saisir les traces, capter les indices, en collecter le maximum pour les exploiter tout de suite, et si besoin, y revenir plus tard. Et en première ligne, vous trouvez la téléphonie mobile.
Les enquêteurs commencent donc par réquisitionner l'activité de la ligne mobile de Delphine. Avec une FADET, une facture détaillée, ils visualisent ses usages et ses interlocuteurs, ses habitudes horaires, ses volumes d'appels et de données, ses périodes de navigation Internet et d'utilisation d'applications, et surtout la géolocalisation au travers des antennes relais qu'elle active. À partir de là, on peut reconstituer ses déplacements dès lors que le téléphone reste connecté au réseau, et potentiellement la suivre si elle bouge et reconstituer ses déplacements passés. On sait que le téléphone de Delphine a été déverrouillé manuellement une dernière fois pendant 16 secondes à 6h52, plusieurs heures après le signalement effectué par Cédric. Grâce aux métadonnées de ce téléphone Android, le système de Google enregistre des actions d'usage, on peut reconstruire une partie de ce qui s'est passé sur l'appareil même si on ne l'a pas entre les mains. À 7h48, le mobile cesse d'émettre. Ce peut être une extinction volontaire, l'activation du mode avion, ou bien une batterie déchargée, impossible d'affirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Entre-temps, il n'a jamais quitté le même secteur, la seule antenne relais desservant Cagnac-les-Mines et ses alentours. Et parce qu'une FADET, c'est le détail des communications d'une ligne, chaque SMS envoyé ou reçu, chaque appel, chaque session de navigation sur Internet laisse une trace avec l'antenne relais utilisée à l'instant T. Et pour affiner, les enquêteurs peuvent solliciter ce qu'on appelle les événements réseau. C'est une liste bien plus précise qui consigne, même sans communication active visible sur la ligne, toutes les fois où le téléphone accroche et change de cellule sur le réseau mobile. Un téléphone accroche en permanence une antenne pour rester joignable. Et ces micro-événements, eux aussi racontent une histoire. Puis, d'un seul coup, plus rien, c'est le néant. Donc à partir de là, impossible de suivre le téléphone de Delphine, il ne sera jamais retrouvé. Ensuite, il faut élargir le champ. Examiner toutes les communications, celles de Delphine comme celles de Cédric, vérifier l'existence éventuelle de lignes non déclarées qui ne seraient pas à leur nom, analyser l'activité des box internet, passer au peigne fin les connexions aux réseaux sociaux et aux plateformes, traquer la moindre trace d'activité numérique qui puisse recouper un itinéraire ou une anomalie dans les heures précédant la disparition, du moins des traces qui peuvent expliquer ce qui s'est réellement passé. Parallèlement, les enquêteurs testent toutes les hypothèses. Départ volontaire, rencontre avec un prédateur, accident, enlèvement, suicide, implication d'un proche, y compris la piste de l'amant. Chaque scénario est confronté aux données récoltées, et ils doivent faire avec celles n'existant pas comme l'absence de vidéosurveillance sur la commune. Dans les enquêtes criminelles urgentes, ils pratiquent ce qu'on appelle le gel de borne. C'est une méthode qui consiste à obtenir, pour une cellule d'antenne relais précise, la liste de toutes les lignes téléphoniques qui s'y sont accrochées sur une période définie, ainsi que le détail de toutes les communications qui sont passées par là. Et dès qu'une ligne mobile est active, elle est enregistrée sur le réseau et elle laisse une trace technique. Une antenne relais est composée de cellules, les panneaux visibles tout autour, et chacune a son propre identifiant, sa technologie comme la 3G, la 4G ou la 5G, et ses fréquences. Leur couverture autour de l'antenne varie selon l'orientation et la puissance. Et en réquisitionnant un gel de borne relais, par exemple sur une semaine autour du lieu et du créneau visé, on récupère l'ensemble des lignes présentes dans le périmètre autour. Et si l'auteur avait son téléphone allumé sur lui, sa ligne apparaîtra dans le listing des milliers de communications recensées. Revenons à Donat Jean, l'amant. L'enquête l'a rapidement écarté comme suspect. Il a été entendu à plusieurs reprises par les gendarmes de la section de recherche, tout comme son épouse. Il a livré tout ce qu'il savait sur Delphine, leurs échanges, leurs habitudes, leurs rencontres, les projets qu'ils formaient ensemble. Sa maison a été perquisitionnée, sa voiture fouillée, ses téléphones et ordinateurs et tous les supports numériques ont été analysés. Rien n'a été laissé au hasard, car logiquement, l'homme qui partageait la vie de Delphine au moment de sa disparition ne pouvait être ignoré. Il fallait déterminer s'il avait d'une manière ou d'une autre un lien avec ce drame. Et à l'ouverture du procès, aucun élément concret ne permettait de l'impliquer. Jusqu'à ce lundi 6 octobre. Avant son témoignage à la barre, tout semblait clair. Donat Jean n'avait rien à voir avec la disparition de Delphine. Mais ce jour-là, la défense change la donne. C'est Emmanuelle Franck, l'avocate de Cédric Jubilard, qui opère ce retournement inattendu. Depuis le début, la défense dénonce une enquête menée à charge, pointant les angles morts, les pistes écartées trop vite et les certitudes construites sans preuve. Et ce jour-là, elle va frapper là où personne ne s'y attendait. Après les questions de la présidente et des avocats des parties civiles, Maître Franck s'avance déterminée. Elle interroge Donat Jean sur sa vie privée, sur une possible relation avec sa coiffeuse, sur un procès-verbal mentionnant son inscription sur un site de rencontre à dominante sadomaso, et sur ses fréquentations supposées de clubs libertins, où il aurait voulu emmener Delphine. L'atmosphère se tend. Le public découvre un pan intime et des avocats qui pointent les écueils de la vie de celui que beaucoup voyaient
comme l'amant éploré. Maître Martin lui demande alors s'il s'est rendu à Cagnac-les-Mines le soir de la disparition. Donc on s'attend tous à la réponse. Il répond non. Les dernières nouvelles reçues de Delphine datent du 15 décembre 2020 à 22h19. Une photo d'elle en nuisette blanche et rose prête à se coucher. Il a toujours affirmé ne pas avoir quitté son domicile de Montauban, alibi corroboré par son ex-épouse. Maître Franck enchaîne. Elle rappelle que, pour rechercher d'éventuels rôdeurs, les enquêteurs ont d'abord listé 4737 numéros, ramenés ensuite à 551. Puis elle pose la question inattendue. Comment expliquez-vous que votre téléphone accroche une cellule couvrant le domicile des Jubillards entre 22h et 6h? Et là, l'amant répond « J'étais chez moi. Que voulez-vous que je dise de plus ?» Alors l'avocate précise qu'après un nouvel affinage, 216 lignes ont été étudiées de près et des exploitations détaillées ont été effectuées sur ces lignes ayant borné sur cette cellule. C'est le travail classique du gel de borne dont on parlait tout à l'heure. En brut, on a 4737 lignes vues sur l'antenne de Cagnac-les-Mines cette journée-là. Puis 551 à clarifier, puis on trie, on écarte, on cible celles qui posent question jusqu'à obtenir la dernière liste de 216 personnes. L'information stupéfait la salle d'audience. La ligne de Donat Jean apparaîtrait dans le listing des lignes localisées à Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 entre 22h et 6h. Et surtout, parmi les lignes jugées sensibles et exploitées, la sienne serait la seule pour laquelle il manquerait le procès-verbal d'exploitation permettant de vérifier l'information. Et là, la défense de Cédric Jubilard vient de poser une double assertion. L'amant aurait borné près du domicile la nuit des faits. Et pire encore, les enquêteurs auraient pu volontairement écarter ce résultat. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce PV? La piste de l'amant a-t-elle été négligée? L'amant aurait-il joué un rôle dans la disparition de Delphine? Les gendarmes auraient-ils écarté cette piste, persuadés de la culpabilité de Cédric Jubilard? À cet instant, la salle d'audience est bruyante, et les points soulevés par la défense font l'effet d'une bombe qui, techniquement, si c'est avéré, pourrait rabattre les cartes. Les avocats des parties civiles se lèvent et rappellent que l'amant a été ausculté, qu'il n'a rien à voir, qu'il fallait débattre de ce point lors de l'enquête. Mais au fond, qui pouvait empêcher les avocats de Cédric de pointer du doigt cet élément et peut-être les erreurs des enquêteurs? Car vous allez voir que des erreurs, ils en ont accumulé. Alors en tout cas, à ce stade, il n'y a plus qu'une solution. C'est récupérer ce procès-verbal qui manque, mais mentionné dans l'enquête, et surtout, réinterroger l'enquêteur sur ce point précis. Alors moi, quand j'ai lu en direct cette histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? La piste de l'amant suspect aurait été négligée, mais surtout écartée volontairement par les gendarmes, alors que depuis des jours défilent des témoignages accablants contre Cédric Jubilard, l'amant ne serait en réalité pas moins suspect. Mais c'est pas aussi simple que ça. On va voir que les explications des avocats de Cédric, mais aussi de l'enquêteur, ne sont pas convaincantes et que la vérité n'émerge pas totalement. On décortique tout ça. À la sortie de l'audience, Maître Martin et Maître Franck répondent aux questions de la presse et donnent plus de précisions sur ce qu'ils ont lâché à l'audience. C'est pas un coup de théâtre sorti de notre chapeau, qu'après étude de la cellule qui couvre le domicile des époux Jubilard, eh bien il ressort d'une liste que la ligne de M. Jean-Donat Maquet déclenche cette nuit-là à Cagnac-les-Mines. La semaine dernière, nous avons entendu que sur le téléphone d'un certain nombre de personnes, et c'est le cas de M. Donat Jean Maquet, ça n'est pas le seul, il y a des sessions d'Internet qui sont ouvertes sur plusieurs heures. Et donc pendant toutes ces heures d'ouverture de sessions Internet, quand vous utilisez Internet, ça ne vous permet pas, sur une facture détaillée, de vous géolocaliser. En revanche, vous pouvez être géolocalisé si on interroge telle ou telle cellule. Il faudrait faire le tour de toutes les cellules de France dans ces cas-là pour savoir celle que vous activez. Jusque-là, c'est bancal. Je rappelle que les enquêteurs ont gelé toutes les communications ayant transité par l'antenne relais qui couvre le domicile des Jubillards. Ensuite, ils trient. On écarte d'abord les lignes des habitants de Cagnac-les-Mines et des hameaux dans un rayon de 2 à 3 km. Puis celles de personnes qui y travaillent régulièrement. Et à la fin, il reste une liste resserrée de lignes passées sur Cagnac-les-Mines à vérifier pour la tranche 22h-6h, celle de la disparition. Ces lignes-là doivent être attribuées, leurs habitudes analysées, les raisons du bornage examinées, le suspect peut être dedans. Maître Franck indique que, pour certaines personnes, il y aurait des sessions Internet qui ne permettraient pas de géolocaliser les lignes. Mais en réalité, si, dès qu'il y a un trafic data via le réseau mobile, par exemple 4G ou 5G, peu importe, eh bien, c'est-à-dire un trafic Internet, la FADET précisément consigne un début de session, une durée et l'identifiant de la cellule utilisée. Tout ça, c'est tracé. Et aujourd'hui, nos applications tournent souvent en arrière-plan et génèrent des échanges sans pour autant que vous soyez en train d'utiliser le smartphone.
Le seul cas où la navigation ne fera pas borner une cellule, c'est en Wi-Fi, car vous n'utilisez pas votre forfait cellulaire. Mais là encore, on peut demander au fournisseur d'accès Internet l'historique des connexions sur le réseau de votre box et la liste des appareils connectés. Elle ajoute, vous pouvez être géolocalisé si on interroge telle ou telle cellule. En soi, ça n'a strictement aucun intérêt. Si l'enquêteur fait une réquisition à votre opérateur, sur votre ligne mobile, il saura quelle cellule vous avez déclenchée à la seconde près. Il n'y a pas besoin de faire le tour de France des antennes relais. Il se trouve que bien évidemment, la cellule couvrant le domicile des jubilats a intéressé les enquêteurs. Et ils ont fait un certain nombre de discriminations parce qu'il y avait beaucoup trop de lignes dans la nuit de la disparition. Et après avoir discriminé un certain nombre de paramètres, eh bien on tombe sur une liste de 551 numéros. Et quand on épluche ces 551 numéros, eh bien on tombe sur la ligne téléphonique de l'amant, ce qui veut donc dire que son téléphone va activer, certainement via de l'Internet, la cellule couvrant le domicile des jubilats dans la nuit de la disparition entre 22h et 6h du matin. Ok, on comprend mieux. Donc dans la liste des 551 lignes qui ont accroché l'antenne couvrant le domicile des jubilats, celle de Donat Jean figure dans le listing. Autrement dit, dans le groupe des lignes vues dans le secteur entre 22h et 6h. Rappelons qu'il affirme se trouver chez lui à Montauban, à environ plus de 70 km de Cagnac-les-Mines. Pire encore, et c'est peut-être pour ça que les uns et les autres ne l'ont pas vu pendant des années, que nous aurions pu passer à côté, pire encore, je dirais, cette étude téléphonique, puisque évidemment les gendarmes vont essayer d'étudier toutes ces lignes qui ne devraient pas être là et qui sont là la nuit de la disparition. Eh bien, cette étude de lignes, il n'en manque qu'une. C'est celle de Jean-Donat Maquet, il n'en manque qu'une. Seulement, ce retrait du dossier est un peu grossier parce que malgré tout, ce PV existe et il est numéroté, c'est un numéro 129. Et effectivement, quand on crée un procès-verbal, si on le retire ensuite avec les logiciels de la gendarmerie, eh bien ça laisse une trace. Donc là, si on comprend bien, les lignes ont été analysées plus en détail, mais le procès-verbal numéro 129, qui serait celui correspondant à la ligne de Donat Jean, manquerait au dossier. J'ai des questions très concrètes. Si le téléphone de l'amant a borné à Cagnac-les-Mines, à quelle heure exacte? Pendant combien de temps? Combien de fois? Ce n'est pas la même chose s'il accroche la cellule quelques secondes, puis revient tout de suite sur Montauban à 70 km de là, ce qui est techniquement impossible. Ou s'il reste plusieurs heures en pleine nuit sur Cagnac. Les conclusions ne sont pas du tout les mêmes. Le gel de borne donne des informations précises pour chaque ligne et chaque communication de ces lignes sur l'antenne relais. On a l'heure d'accroche, le type de trafic, par exemple appel, SMS ou data, et s'il y en a, le correspondant. On doit donc pouvoir dire ce que le téléphone de l'amant a fait à ce moment-là. Et on peut vérifier autrement. Les enquêteurs ont forcément demandé la fadette complète de sa ligne. Dans le sous-dossier amant, il doit y avoir une analyse fine, surtout pour la nuit du 15 au 16 décembre. S'il a vraiment borné à Cagnac, entre 22h et 6h, ça doit déjà apparaître, et depuis longtemps. Alors à ce stade, il n'y a pas 50 options. Soit les enquêteurs sont passés à côté d'une information aussi évidente, ce qui poserait un vrai problème de compétence, soit cette donnée a été volontairement mise de côté, et là on parlerait d'une falsification de la procédure. Là il va vraiment falloir s'expliquer. Le mardi 7 octobre, nouvelle journée d'audience. Tout le monde attend la suite du rebondissement de la veille. La présidente de la cour d'assises annonce que l'enquêteur en charge de la téléphonie mobile dans le dossier va venir s'expliquer. Le major Gilles Loïs, responsable de la téléphonie sur l'une des enquêtes criminelles les plus médiatisées de France, est appelé à la barre pour répondre aux questions soulevées par la défense de Cédric Jubilard. Il détaille sa méthode sur l'antenne de Cagnac-les-Mines. D'abord, la veille des faits, puis une semaine avant, dans le créneau horaire 22h-6h, plus de 4500 numéros ont été identifiés. On a réduit le créneau de 22h à 6h la nuit du 15 au 16 décembre et on est tombé sur 551 numéros. On a écarté tous les abonnés domiciliés sur Cagnac-les-Mines et les hameaux environnants. On a travaillé sur les 216 restants et 216 fadettes ont été effectuées et certaines ont ensuite donné lieu à des auditions. Puis il clarifie le point central. La présence de la ligne de Donat Jean dans ce listing de 551 est une erreur. En réalité, l'amant figurait dans la liste des correspondants de Delphine, ce qui est logique puisque Delphine accrochait cette antenne quand elle lui écrivait ou l'appelait. Le gel de borne consigne pour chaque communication la ligne émettrice et la cellule et le correspondant. Et le numéro de l'amant, légitime en tant que correspondant, se serait retrouvé ventilé par erreur dans la catégorie abonné. Un simple glissement de colonne, et c'est la confusion qui est née. La présidente de la cour demande plus d'informations. Comment cette erreur a pu se produire? Réponse du major, une erreur de copier-coller, tout simplement. Alors évidemment, la salle s'étonne. Qui relie? Qui contrôle? Les questions fusent et le major peine à rassurer. L'impression qui demeure, c'est celle d'une chaîne de vérification trop légère pour un point aussi sensible. Reste l'autre sujet soulevé la veille par Maître Franck,
La pièce numéro 129, manquante dans la shortlist des 216 lignes retenues sur le créneau de la nuit à Cagnac. Eh bien, il répond. Elle correspond à un numéro qui a été recensé au nom de Marlène, une belle-sœur de la sœur de Delphine Jubilard. Il a été écarté car il ne couvrait pas le domicile. Et le major confesse une deuxième bourde. J'aurais dû marquer le nom et je ne l'ai pas fait. Et là, soupir de la présidente qui résonne dans le micro. Et en un instant, c'est toute la crédibilité des analyses téléphoniques de l'enquête qui vacille. Le major finit par confirmer que selon lui, l'amant n'a jamais borné à Cagnac-les-Mines. Il n'y était pas. Et là, la présidente demande, est-ce qu'il y a des questions de la défense ? Oui, répond Emmanuel Franck, le regard gourmand. La bourde du gendarme est pour l'avocate un immense soulagement. Le risque de se voir reprocher au mieux une interprétation totalement erronée, ou au pire, malhonnête, venait d'être écartée, et avec lui, celle du discrédit de ses avocats. Elle reprend. J'entends votre réponse, monsieur, et j'hésite entre le fait d'être atterré et celui de savoir si elle est crédible, siffle-t-elle. Et il répond. Je comprends que c'est difficile à comprendre. À croire aussi, réplique l'avocate. Alors vous comme moi, on peut se dire que ça fait beaucoup d'erreurs. Difficile de croire à une simple faute de copier-coller qui aurait fait apparaître, par erreur, l'amant dans la liste des suspects. Et une autre qui aurait ajouté la belle-sœur d'une sœur de Delphine parmi les lignes à examiner. Et pourtant oui, face à des milliers de données à traiter dans des délais serrés, l'erreur humaine est possible. Même si ici, finalement, elle pèse très lourd. Sur les logiciels d'analyse de téléphonie, les abonnés et leurs correspondants apparaissent pourtant clairement. De là à ce qu'une des lignes les plus sensibles de l'enquête soit victime d'une telle confusion, je vous laisse en juger. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question de transformer Donat Jean Maquet en nouveau suspect. Ces rebondissements soulèvent plus de questions qu'ils n'en résolvent. Si sa ligne est bien apparue à Cagnac-les-Mines cette nuit-là, reste à savoir combien de temps, à quelle heure et dans quelles conditions. Car s'il s'était réellement déplacé de Montauban à Cagnac, il aurait forcément croisé d'autres antennes sur son trajet. Plus de 70 km, au moins 1 heure de route, et c'est autant de relais activés avec son téléphone. Et sans compter les caméras, les éventuels péages ou même la trace d'un véhicule sur le réseau routier. Et si son téléphone était connecté à sa box à Montauban, à ce moment-là, comment aurait-il pu être simultanément à Cagnac ? Alors, autre hypothèse, aurait-il utilisé un autre téléphone, un autre véhicule ? Rien n'est impossible en théorie, mais tout cela laisse peu de marge d'interprétation. Les gendarmes affirment avoir tout vérifié, mais au vu des erreurs relevées, peut-on en être absolument certain ? Peut-être que certaines réponses se trouvent bel et bien dans le dossier. Ce dossier que seuls les magistrats et les avocats peuvent consulter, et qui pour nous reste fermé. Mais une chose est sûre, même si l'amant n'est pas un suspect crédible, la défense de Cédric Jubilard a réussi à démontrer que la technique n'est pas infaillible, que l'enquête a ses failles, et que le doute en justice doit toujours profiter à l'accusé. À cette heure, personne ne sait ce qu'il est arrivé à Delphine. Nous ne le saurons peut-être jamais. Elle laisse surtout 2 enfants, une famille et des proches pris dans un chagrin sans réponse. Et qu'elle soit en vie ou qu'elle soit décédée. Gardons à l'esprit l'essentiel, espérer qu'elle soit en paix et que la vérité, si elle peut l'être, finisse par émerger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien on en discute dans les commentaires ou sur le Discord de la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager ou à donner un petit boost sur cette vidéo et vous pouvez également rejoindre la chaîne en tant qu'abonné. Et souvenez-vous, partout, l'erreur se trouve souvent entre la chaise et le clavier.